Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici ce soir. Cette lumière-là est très... ouais, ce soir, ce matin. Ça serait possible de la baisser un peu? J'ai vraiment l'impression que ça me paraît une casquette. Genre. Premièrement, je voulais féliciter les boys d'avoir organisé ça. C'est vraiment cool. Il y en a certains d'entre vous que je reconnais des visages du temps de l'Open Code. Puis c'est quand même la genèse de l'Open Code. C'est comme la renaissance de l'Open Code dans cet événement-là. Il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de nouveaux visages. Fait que c'est quand même le fun de voir qu'un samedi matin, par moins 35 degrés Celsius, il y a autant de monde que ça qui se déplace. Moi, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'Elixir, de Phoenix, puis de la façon dont, chez Mirego, on utilise ces technologies-là, langage fonctionnel et tout le kit, pour mettre en production des environnements, des stacks web dans la dernière année et plus. C'est un langage, pour ceux du temps d'Open Code, qui a été introduit et qui nous a été un peu appris par Simon Prévost, un des membres de l'équipe, qui, lui, suit ça depuis vraiment tôt dans la naissance de ce langage-là. Puis on a quand même adhéré tranquillement pas vite à ça. Puis maintenant, d'une évolution de Ruby on Rails vers Elixir, Phoenix et Absinthe. Vous allez voir au fil des slides que c'est pas mal notre stack de choix. On est super impliqués dans des communautés Meetup à Montréal qu'on host dans nos bureaux pour justement faire connaître à plus de monde. D'où la raison pour laquelle je suis ici devant vous ce matin. À quel point c'est awesome cette stack-là. Ouais, pas ce soir, je l'ai dit une fois cette erreur-là. Parce qu'Open Code, c'était le soir. On dirait que mon... Alors. Hello. Faut-tu que j'aille l'autre bord pour ça? OK, ça. Alors, je m'appelle Guillaume Cochon. Je suis développeur web chez Mirego depuis 2 ans et demi déjà. Je suis aussi fondateur d'une petite stack de communication pour les garderies qui a commencé quand j'ai voulu apprendre Rails il y a 4 ans, alors que mon plus vieux, en fait, commençait à la garderie. C'est un petit tool qui vit par lui-même, par des revenus très minimes, mais qui est quand même le fun à voir aller dans les garderies du Québec. Comme j'ai dit, j'ai déjà fait des talks au Open Code. J'ai fait un talk au Web à Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là l'année dernière, où est-ce que j'ai couru à essayer de faire rentrer trop de contenu dans un talk de 45 minutes. J'espère que ça n'arrivera pas encore aujourd'hui ici. Puis comme je viens de dire, on s'est impliqué beaucoup là, dans les talks au Meetup Elixir à Montréal là, pour essayer de faire connaître un peu la techno puis notre utilisation de la techno là, dans la communauté de Québec, de Montréal, là, plus locale. C'est en gros ce que j'aimerais couvrir aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup de contenu en 40 minutes, fait que ça se peut qu'il y ait certains points que je skip assez rapidement. N'hésitez surtout pas à venir me voir ce midi, à venir me voir dans les breaks, à venir me voir ce soir si vous voulez qu'on parle d'autres affaires, de quelque chose que vous n'avez pas compris ou d'un cas d'utilisation bien spécifique qui pourrait être super intéressant pour vous autres puis que vous n'êtes pas certain d'avoir bien compris la subtilité de ce que je vais vous montrer. Alors, Elixir, c'est quoi le langage? C'est une syntaxe très verbale, fortement opinionated, qui est inspirée de Ruby. En fait, ce qui est important de dire, c'est que la plupart des core contributors, en fait, le créateur du langage et la plupart des core contributors qui ont suivi proviennent de la communauté Ruby on Rails. Fait que c'est fortement inspiré des bons côtés de Ruby, puis la plupart des mauvais côtés qui ont fait que ces core contributors-là ont délaissé le langage ou la stack, ont été réécrits de manière différente ou avec des technologies différentes pour s'assurer justement qu'ils étaient en mesure de répondre aux défis qu'ils n'avaient pas été en mesure de faire avec Ruby dans le temps. Mais il y a aussi des concepts d'extensibilité comme les protocoles et les behaviors qui sont fortement inspirés de d'autres langages fonctionnels comme Clojure. J'ai des anciens collègues ici qui vont être bien contents de voir que j'ai plugué Clojure dans un slide. Et c'est du code compilé, fait que contrairement à Ruby, à Node.js ou à d'autres langages interprétés, c'est du bytecode, c'est performant, c'est rapide, c'est fait pour être distribué, justement puisque la machine virtuelle de Erlang a été bâtie pour créer des systèmes distribués, d'attribution, d'autoscaling, du fail-safe, puis de la gestion de recovery.
Et OTP, qui est le Open Telecom Platform, qui, oui, semble un peu dépassé en nom, mais c'est vraiment plus des outils et des concepts de développement qui permettent autant de développer de la logique d'une manière qui est quand même bien définie, mais aussi tout l'ensemble que le support du clustering est built-in dans la VM et non un ensemble d'outils que tu as besoin de plugger autour de ce que tu déploies pour que ça fonctionne. Elixir, c'est aussi des fonctions pures et des structures immuables, comme n'importe quel langage fonctionnel, avec tout ce que ça implique. Donc, pour peu importe le data in, le résultat de la fonction va toujours être le même. Structure immuable, c'est qu'on va toujours recevoir une copie d'un struct ou d'une valeur modifiée, jamais un effet de barre sur une structure qui peut avoir été utilisée ailleurs dans le pipeline. Un flux naturel des données avec le pipe operator, qui est quelque chose de vraiment intéressant quand tu commences quand ça seed in dans ton esprit, puis que après ça, tu retombes dans l'orienté objet, puis tu comprends plus rien parce que ta tête a commencé à penser de manière différente, qui te permet de piper dans le fond d'une opération un peu comme on pourrait faire avec le pipe dans Bash ou dans un shell ou whatever. Fait que ça va prendre le résultat de la fonction, puis ça va le piper comme premier paramètre de la fonction suivante. Fait que sur des flows d'exécution, ça devient super visuel de voir, OK, bien, telle fonction génère tel résultat qui est pipé à telle fonction qui va prendre ce résultat-là. Fait que ça devient très, très, très verbose sur la manière que les données sont traitées. Le pattern matching et les guard clauses, ça, c'est deux... en fait, il n'y a pas d'assignation en Elixir. C'est toujours du matching, de l'équilibration. Donc, le left side et le right side sont toujours matchés. Et ça permet aussi d'utiliser ces mêmes concepts-là dans des appels de fonctions. Donc, si tu as besoin d'un paramètre en particulier dans une structure complexe, dans un paramètre de fonction, tu n'as pas nécessairement besoin de recevoir une variable puis d'aller chercher. Tu peux déstructurer un peu comme en JavaScript avec du pattern matching. Puis les guard clauses, c'est sur des signatures de fonctions qui permettent d'éviter d'avoir des if en début de fonction pour faire des guards ou des choses comme ça. Ça devient comme automatiquement généré par le compilateur qui va extraire ces guards-là pour générer, mettons, un case statement, mais d'un point de vue du source code, c'est vraiment juste des méthodes, des signatures de fonctions différentes. Je vais vous montrer un petit exemple un peu plus loin. C'est quand même très intéressant à voir, puis ça fait du code qui est super facile à lire, qui n'a pas beaucoup de gestion de code exception. Fait que tes fonctions, c'est des happy paths. Fait qu'il y a moins de lignes de code parce que tu as moins de code path sur des checks en début de fonction pour valider que tes paramètres sont valides ou de la gestion d'exceptions spécifiques avec des try-catch ou des trucs comme ça qui vont faire dérouler ou qui vont faire changer le cap de ton code path d'exécution. C'est aussi Mix, qui est One Tool to Rule Them All. Donc, en fait, Mix gère autant les dépendances, gère le build, va gérer les tests, les releases, toute l'exécution de ton code tourne autour de Mix. Et il y a un ensemble de plugins pratiquement très impressionnant là, qui peut venir renchérir d'autres valeurs, d'autres comportements du day-to-day qu'un développeur peut avoir besoin pour venir générer justement la notion de release qui n'est pas encore built-in dans Mix, mais qui est un plugin qui va permettre avec une simple commande, générer une release OTP. Et le dernier, non le moindre, le IAX, qui est le Interactive Elixir. En fait, c'est un shell interactif, c'est un REPL qui vous permet en temps réel de rouler votre code, d'essayer vos fonctions, de recompiler, de voir ce qui se passe, de vous brancher sur une instance qui roule en prod et d'interagir avec votre codebase. Ceux qui font du Rails savent très bien que c'est vraiment pratique de pouvoir se brancher sur la console Rails d'une instance qui roule sur Heroku. Mais dites-vous qu'avec IAX et un setup que je vais vous montrer peut-être un petit peu plus tard, c'est la même chose, mais c'est du code compilé. C'est du bytecode qui roule vraiment plus optimisé, vraiment plus lean, qui peut être dans un cluster de nodes qui roule des versions différentes de code. Alors, c'est vraiment puissant, autant du point de vue développement que du point de vue de la maintenance, du debugging, du monitoring et de toutes les autres sphères qui tournent autour du produit une fois qu'il sort de nos laptops et qui se ramasse en production. Alors, le petit exemple que j'ai ici, c'est justement ça. Alors, le pipe operator, alors on voit la fonction access token, le paramètre access token qui est passé à fetch user. On peut voir justement les deux différentes signatures. On voit l'autre ici. Alors, si
ma première, en fait, c'est la même chose que si j'avais un guard clause. Je pourrais avoir une seule fonction fetch user, mais qui aurait justement, bon, ben si mon access token match la regex de bearer avec le bearer token GWT, ben là, fait ça, mais avec les guard clauses, ça fait exactement la même chose. Fait que ça nous évite d'avoir un gros bloc de if ou de case switch en début de fonction. C'est juste deux définitions différentes qui, une fois compilées en bytecode, vont générer le même résultat. Mais d'un point de vue du code base, c'est vraiment, vraiment clair qu'est-ce que ça fait. Puis encore une fois, au début, le fetch qui va te retourner les permissions d'un usager, ben, c'est assez simple. C'est trois fonctions qui se suivent puis qui vont matcher. Fait que c'est un code qui est assez clair à comprendre. Puis en scannant diagonalement, on est capable de comprendre pratiquement tout de suite qu'est-ce que ça fait. Il n'y a pas de complexité, il n'y a pas besoin d'analyser de manière très complète et complexe qu'est-ce qui se passe dans le code. C'est super verbose. Ça, en fait, je vais passer quand même rapidement. C'est juste des petits trucs super intéressants que je vous invite à aller voir. Je vais partager mes slides à la fin sur Slack, sur Twitter, whatever. Fait que vous pourrez retourner voir ça. C'est le talk de José Vadim, qui est l'auteur du langage, qui a fait à ElixirConf l'année dernière. C'est super intéressant parce qu'il ne parle pas du langage puis de où on s'en va. Il parle des 5 dernières années, pourquoi ça a été fait comme ça, c'est quoi les erreurs, c'est quoi les essais, c'est quoi les choses qui n'arriveront pas. Puis cette quote-là qui est super intéressante parce que le langage a été bâti pour être extensible. Puis il a clairement dit dans un slide de son deck, c'est si on a failli à faire un langage qui était... En fait, si on a besoin d'une version majeure, de faire un breaking change dans le langage, ça veut dire qu'on a failli à la tâche de faire un langage qui était extensible. Puis jusqu'à maintenant, la plupart des ajouts qui sont faits dans Elixir, dans les dernières versions, c'est des tools de plus pour le dev, c'est des code formatters pour être sûr qu'autant dans la communauté que dans les entreprises, du code Elixir, que tu le regardes chez vous quand tu codes ou à ta job, va toujours être de la même manière. C'est des outils comme ça et non des changements dans le langage qui vont faire que du jour au lendemain, si tu as un update, il faut que tu recompiles toutes tes affaires parce que finalement, ça ne fonctionne plus. Puis le deuxième, c'est un petit documentaire de quelques années qui parle un peu de la naissance de la communauté autour d'Elixir puis comment ça a parti. Fait que c'est fait par Honeypot qui en sort un sur Ember dans quelques jours ou le mois prochain. Fait que c'est super bien fait puis ça montre un peu le hype qui tourne autour de la communauté. Fait que ça, je vous invite à regarder ça. Sinon, c'est des références vraiment, vraiment de base. Elixir School, qui est un website qui a été traduit en je ne sais pas combien de langues. Open source, c'est de la doc qui est complémentaire à celle du Elixir Lang direct. Puis Elixir Forum, parce que oui, ils ont un forum qui est étonnamment très, très, très intéressant à lire en 2019 et qui s'avère être pratiquement la meilleure source d'informations pour une question ou une réponse qui existe déjà, qui est bâtie en Elixir et maintenue par un petit groupe de personnes de la communauté. Il y a aussi Accent, en fait, qui est un tool interne qu'on a open sourcé, en fait, que Simon a open sourcé cette année. Fait que si vous voulez voir qu'est-ce que ça mange une application Elixir from scratch de A à Z, c'est disponible sur GitHub. C'est un tool qui permet de gérer vos fichiers de traduction. Fait que chez Mirego, on est une agence, on travaille avec plein de clients. Souvent, on a des strings à faire reviewer par les clients, par des services de traduction. Fait que ça nous offre un genre de service que des clients se connectent dessus. Il y a un historique, il y a une nation de commentaires, tout le kit. Fait que c'est un outil qui est rendu open source. Il y a des gens ici, je pense, qui ont fait des contributions sur le repository dans la dernière année. Il y a des entreprises qui ont commencé à l'utiliser. Fait que si vous voulez voir de quoi ça a l'air une application en Elixir de A à Z, c'est quand même un super bon point de départ parce que ça se bootstrap en quelques minutes. Puis ça se déploie récemment. On a fait des petites mises à jour pour tout faciliter le déploiement sur Heroku. Fait que vous êtes en mesure de déployer la stack au complet. C'est un monorepo. Tout est built-in, un dans l'autre. L'app Ember est servie par l'application web Phoenix. Fait que vous avez juste besoin de kickstarter ça. Vous avez une application qui fonctionne de A à Z. Fait que c'est un super bon exemple qu'on recycle. Probablement parce qu'on l'a rendu open source pour que vous puissiez l'utiliser puis que vous ayez un vrai exemple concret et non un to-do list ou quelque chose de même, de voir qu'est-ce que ça mange du Elixir avec Phoenix, avec ActTime, avec GraphQL, puis avec tous des outils comme ça.
Interactive Shell, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Fait que celui-là, je peux changer ça. Les fonctionnalités de base, c'est quand même la documentation. Documentation dans Elixir First Class Citizen. Donc, il y a vraiment des outils directement dans le REPL qui te permettent de voir la doc super rapidement. Fait que ça fonctionne autant avec ton code que toi t'écris. Si tu annotes avec la doc puis tu écris de la doc, tu vas être en mesure de voir la documentation de tes propres modules ou de consulter la documentation de n'importe quel module du framework du langage qui est déjà built-in dedans. Puis comme en conclusion, c'est ce que j'ai dit un peu tantôt, là, IAX, la console, le shell est disponible aussi dans les releases OTP, donc c'est aussi possible d'utiliser les mêmes outils que vous utilisez au développement, au day-to-day, sont également disponibles. Si vous avez un serveur en prod, il y a un comportement que vous ne comprenez pas trop, vous ciblez un peu le problème sur un module en particulier, vous branchez par la console remote, vous invoquez le module, la fonction avec les paramètres en entrée, vous voyez le comportement. Fait que c'est quand même facile et simple de diagnostiquer à distance un comportement qui est étrange puis qu'on voudrait essayer de cibler plus avec des données de production. Fait que ça, c'est un petit exemple pour vous montrer. C'est pratiquement real-time. C'est un GIF en temps réel qui illustre justement l'avantage du bytecode et de la génération. Il y a de l'autocomplete, donc pratiquement tous les modules qui sont compilés dans le bytecode sont accessibles par autocomplete. Je ne montre pas toutes les autres fonctionnalités de documentation de le kit. Si on a du temps plus tard, on reviendra là-dessus. Configuration, comment on part une stack Phoenix Elixir pour faire un projet web. Les développeurs Ruby on Rails, vous allez vraiment voir les patterns qui sont exactement les mêmes que Rails. Fichier de configuration de 3 niveaux. On a un fichier de mix qui va définir les dépendances qui proviennent de X, l'équivalent de Ruby Gems ou des systèmes de dépendance comme NPM.js ou des trucs comme ça. Puis des fichiers de config par environnement. Et en gros, dans le fond, pour les projets web chez Merego ou la plupart des projets web que j'ai pu voir aller dans la communauté, la plus grosse dépendance étant Phoenix, qui est l'équivalent de Ruby on Rails. Donc, ça fournit autant des genres de générateurs pour bâtir les outils, un router, toute la notion de générer des vues server-side, des outils comme ça. Ecto, c'est un ORM plus. C'est divisé en 4 sous-modules qui sont complémentaires, mais qu'on peut utiliser indépendamment si besoin se fait sentir. J'en parlais pas beaucoup l'année dernière au WAC et j'ai passé beaucoup trop de temps sur ce sujet-là. Fait que c'est un ORM. Il y a un point que je veux quand même porter à votre attention, le change set. C'est vraiment super intéressant, le spin que ça donne à la gestion des validations, à la gestion des constraints, puis la manière que tu vas prévalider autant la structure des données que tu veux persister, autant le résultat de la gestion des erreurs sur les constraints qui sont validés DB-side, puis la manière que les erreurs puis la structure des erreurs sont retournées au client. C'est vraiment awesome la manière que c'est fait. Fait que Ecto, Change Set, sérieusement, ça vaut vraiment la peine de prendre quelques minutes pour lire là-dessus. Absinthe, qui est la plus grosse partie, je pense, de mes slides aujourd'hui. C'est un client GraphQL qui implémente l'aspect pratiquement au complet, même si certaines parties de l'aspect sont encore des working graphs. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point cette librairie-là est bien bâtie, c'est simple, ça embrasse le fonctionnel à 100%. Vous allez voir un peu plus loin. Configuration OTP, ça c'est un peu underlying, c'est pas nécessairement une dépendance que tu vas, c'est built-in dans le langage. Donc Gem Server, Agent, les tasks, certaines fonctionnalités comme ça sont built-in dans le langage, c'est pas une dépendance qu'on ajoute, mais c'est quand même des concepts qui sont built-in et avec lesquels on va facilement pouvoir développer des fonctionnalités sans avoir besoin d'une dépendance externe. Fait que c'est quelque chose qui est là, qui vient souvent remplacer, comme j'ai dit, une dépendance ou l'utilisation de Redis ou des trucs comme ça. Fait que ça, OTP, c'est quand même de quoi qui est vraiment important de bien comprendre les concepts quand on a le temps de développer un projet web avec Elixir. Les distilleries, ça, je vais passer assez rapidement sur ça à la fin. C'est vraiment comment on prend
du binary généré, mettons, Elixir transpilé en bytecode Erlang, puis comment on distribue ça. C'est possible, comme plusieurs projets Elixir le font sur Heroku, de simplement utiliser Mix, mais il ne faut pas oublier que Mix, c'est un outil de développement, ça n'a pas été fait pour rouler en production. Puis le désavantage principal de Mix, c'est que Mix t'empêche d'utiliser des fonctionnalités de Erlang qui sont core au langage, donc la messagerie, le clustering, des trucs comme ça. Mix, en ajoutant des outils qui facilitent le développement, vient un peu comme t'empêcher d'utiliser des vrais outils pour gérer la production convenablement. Une chose que j'ai oublié de dire sur Phoenix qui est vraiment intéressant, la notion de bounded context, ça, dans le fond, en gros, c'est une manière d'isoler tes API à l'interne de ton codebase. J'en ai un petit exemple un petit peu plus tard, mais en fait, ça fait que ton repository Ecto, qui va gérer les communications avec ta base de données, sont potentiellement accessibles de n'importe où, mais la convention des bounded context vient ajouter un niveau en disant que tu définis un API à l'interne. Fait que tu vas isoler certains modèles de ton modèle relationnel ou de tes DB ou whatever, de tes structures. Tu vas les isoler derrière un API privé qui va exposer des comportements et ça va empêcher d'avoir une dépendance sur un accès à ta base de données un peu partout dans ton codebase. Fait que ça, c'est un concept qui est vraiment intéressant puis qui s'embrique bien avec un peu toute la suite. Fait que c'est pas quelque chose qui vient du langage. C'est vraiment, ça a été instauré dans Phoenix dans la version 1.3 de mémoire, mais c'est rendu quelque chose qu'on fait systématiquement sur tout parce que ça fait que les tests sont plus clairs, l'utilisation des dépendances est plus claire, puis ça permet aussi, à un moment donné, d'extraire certaines parties du code dans des Umbrella Apps, là, qui est un genre de sous-ensemble de modules que tu peux déployer comme standalone au lieu de déployer as a whole. Maintenant, ça c'est juste pour vous montrer rapidement là, à partir du repository que je vais partager plus tard, qu'est-ce que ça prend pour kickstarter tout ça. Fait que git clone, le répertoire, j'ai mis un petit fichier de verbe d'environnement, Docker Compose Up, Docker Compose et Docker as a whole est un outil que j'adore utiliser depuis plusieurs années déjà. Toujours un Docker Compose file dans nos codebases pour permettre de kickstarter toutes les dépendances software. Fait qu'en genre 2 minutes, à partir du git clone, vous êtes en mesure de rouler l'exemple que je vais partager avec vous directement sur votre machine de développement. Makefile, ça c'est juste un petit bonus que je donne. On a commencé à faire ça dernièrement. C'est un de nos collègues qui est arrivé avec ça. Au même titre que les bounded context définit des API privés dans ton codebase. Le Makefile définit un API sur l'utilisation de l'ensemble de ton codebase. Fait que là, on a commencé à faire ça dernièrement, puis c'est vraiment cool. Je vous invite à considérer ça. Maintenant, on a des target make sur à peu près toutes les façons de générer les dépendances, de passer les linters, de rouler les builds, de faire n'importe quoi, au lieu d'avoir à connaître un paquet de commandes NPM pour bâtir installer les dépendances ou pour rouler le linter prettier. Ouais, on est rendu avec des target make pour pratiquement tout ça et c'est orchestré. Fait que dans notre CI, on a un target qui est genre make lint, qui va rouler le format de Elixir, qui va rouler Prettier, qui va rouler tout ça, puis qui orchestrate à peu près tout ça. Fait que ça vient exposer d'un point de vue de développement vraiment un ensemble d'outils qui simplifie l'onboarding, qui simplifie la maintenance, qui simplifie tout ça. Fait que je voulais quand même en glisser un mot, parce que vous allez voir que dans mon codebase, il y a un Makefile, puis maintenant, on en met un peu partout. Fait que c'est juste un petit hint en passant. Justement, un des trucs vraiment cool, une décision d'équipe qui a été prise là, au cours des mois, c'est qu'on va open sourcer à un moment donné, en 2019, on aimerait être en mesure de open sourcer toutes les boilerplates des projets qu'on utilise pour kickstarter les projets web qu'on fait chez Mirego. Fait qu'à peu près toutes les slides que vous avez vues jusqu'à maintenant et celles qui vont suivre sont contenues dans ces projets de boilerplate-là. Fait que ça devient quand même intéressant de voir un peu pourquoi on utilise certains outils, comment on structure nos projets, c'est quoi notre utilisation de Docker Compose pour le dev, c'est quoi notre utilisation de Docker pour la prod. Des trucs comme ça. Il y a aussi Terraform qu'on commence à utiliser de plus en plus, qui va peut-être se ramasser dans ça, mais pour l'instant, on se concentre surtout sur
sur Phoenix, Ember puis React. Donc, Phoenix pour les back-end, Ember puis React, dépendamment des projets qu'on fait pour le UI. GraphQL. Pourquoi GraphQL? La plupart des gens utilisent soit REST, soit JSON API, soit Swagger pour faire du code generation à partir de plein de magie. Moi, ce qui a vraiment piqué ma curiosité avec GraphQL, puis qui fait que depuis 2 ans, pratiquement déjà, il n'y a aucun projet web chez Mirago qui ship sans que l'API soit un API GraphQL. C'est à peu près les points que je vais énumérer assez rapidement. Séparation des concerns. Donc, c'est pas le transport qui dicte, c'est pas la réponse HTTP qui dicte le résultat de l'opération. Le HTTP est un transport, puis l'engin va gérer tout le reste. Donc, c'est possible d'utiliser autre chose que HTTP pour communiquer avec ton engin. Le schéma est typé et validé par l'engin. Donc, lorsqu'une requête GraphQL entre dans l'engin, si les types ne sont pas bons, si les champs obligatoires ne sont pas là, si un array est vide alors que le schéma stipule que l'array ne peut pas être vide, c'est une erreur qui est générée par l'engin. Donc, tu n'as pas besoin de valider toi-même si les structures sont bonnes, si les affaires sont présentes. C'est vraiment l'engin qui va valider ça. Au même titre que ce qui est retourné, puisque tout est typé, si tu retournes une structure qui est invalide, ben, tu vas avoir une erreur qui dit que la structure ne fonctionnait pas. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Découplement entre l'API et les modèles de persistance. Les 2 concepts principaux, très high level, c'est les queries et les mutations en lecture et en écriture. Mais ce qui est intéressant, contrairement à JSON API, qui est très bandé sur tes tables relationnelles, les modèles, les schémas GraphQL, c'est ce que tu veux. Fait que dans la résolution de tes queries pour les fields, tu peux aller chercher des données à gauche et à droite, puis toi, exposer ça comme un objet ou un type de cette structure-là. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un coupling très tissé entre ce que tu exposes dans ton API puis la manière que tu le modélises ou que tu le persistes en arrière. Au même titre que pour les mutations, tu peux faire une mutation qui va aller jouer dans 3-4 contextes, des 3-4 bandits de contexte, qui va écrire des affaires à plein de places, qui va envoyer un courriel asynchrone, tout comme ça. Fait que c'est super intéressant parce que ça vient comme découpler tout ça, puis permettre d'avoir un peu plus de latitude sur la manière dont les choses sont, toutes les données sont structurées en arrière. Dans un contexte de langage fonctionnel, toute la résolution du graphe devient quand même super intéressante parce que un type, c'est un objet qui est mappé à un resolver. Ton resolver, c'est une fonction pure au même titre que n'importe quelle autre fonction d'un code base. Fait que ça devient quand même super intéressant parce que tu peux réutiliser un même type dans plusieurs endroits d'une query, mais tu es sûr et certain que la fonction qui va résoudre ce field-là va toujours être la même. Fait qu'il n'y a pas d'affaire à savoir « Ah, ben là, t'as pas non, dans ce contexte-là, mais c'est vrai, c'est pas cette fonction-là. C'est toujours le même resolver qui va être utilisé pour résoudre. » En fait, c'est toi qui décides. Là. Tu peux décider d'utiliser un resolver différent, mais habituellement, c'est une bonne pratique de le faire ainsi. Surtout avec le point suivant, qui est le payload est malléable, à savoir que c'est le requester qui décide c'est quoi les propriétés qu'il a besoin de recevoir. Donc, c'est pas endpoint différent dans ton API REST parce qu'il y en a un qui te retourne juste des informations de base puis l'autre endpoint qui te retourne tout. C'est vraiment la requête que toi t'envoies qui va dicter c'est quoi le résultat de la donnée que tu vas avoir en retour. Dans notre contexte, vu qu'on fait beaucoup de web et de mobile avec un même back-end, c'est super pertinent parce que souvent, les requêtes ne sont pas les mêmes. Le payload est plus lean du côté mobile, fait que c'est un outil qui est super valuable pour le type de projet qu'on a. Mais souvent, l'ajout de versatilité qui s'ajoute est quand même super intéressant, en plus des points que j'ai mentionnés plus haut. Le dernier point aussi super intéressant, documentation qui est First Class Citizen. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu annotes tes schémas, puis tu as un super bel outil, si je me souviens bien. Ouais, je peux le montrer tout de suite. On voit ici en bas à droite, la petite pastille verte, c'est un tiroir qui s'ouvre puis qui expose dynamiquement toute la documentation des types qui a été ajoutée dans tes schémas. Fait que la documentation est vraiment built-in dans le schéma. Fait que autant les types que la documentation. Puis ça, en fait,
J'avais-tu terminé? Ouais, je peux passer directement à l'autre. Ça, ce qui est encore plus cool de Phoenix avec AppSynth, c'est que Graphical, qui est un outil, qui est un IDE in-browser pour utiliser des requêtes GraphQL, est built-in dans la librairie. Fait que tu n'as pas besoin de Postman, tu n'as pas besoin d'Insomnia ou d'un autre outil du genre pour être efficace dans ton day-to-day. L'outil pour crafter des requêtes GraphQL, des imitations, avec l'autocomplete, avec la documentation, avec un historique, avec la possibilité de partager les requêtes est built-in dans la librairie. Comme j'ai dit tantôt, c'est des fonctions pures, donc il n'y a pas de magie. Ça, c'est juste un petit exemple assez rapide dans IAX pour montrer que, dans le fond, Remedy, c'est un petit clin d'œil au titre de ma présentation, là, Alexa, le remède pour le développement web. Donc, remedy.account, c'est le contexte. La fonction find qui prend un UUID qui est un UUID d'un presenter qui me retourne un struct presenter, donc qui va appeler justement le repository avec le modèle relationnel qui va me retourner la structure de données. Mais le resolver qui va me permettre de résolver le field presenter qu'on voit ici, c'est exactement la même chose. Je peux l'invoquer directement par IAX. Donc, il n'y a pas de différence entre moi, dans une session de développement, qui va invoquer mon module avec les paramètres que j'ai besoin de passer. Il n'y a pas de magie à nulle part à ce niveau-là. Fait que ça devient super facile de tester toutes les fonctions différentes du module. Les WebSockets, ça, je passe très rapidement sur le sujet. Contrairement à bien des stacks, les WebSockets sont built-in dans Phoenix, dans le framework, et utilisés par le framework en mode de développement, mais aussi la fonctionnalité est encore plus poussée parce que d'autres librairies comme AppSynth l'utilisent. Donc, oui, c'est un first-class citizen. Le hot reloading, le live reloading des assets, quand tu travailles puis tu fais du dev, passe par la feature de channel des WebSockets qui sont built-in dans le langage. Et comme Graphical, AppSynth utilise ça pour les requêtes de type subscribe, qui est un genre de mutation, mais qui te retourne les résultats asynchrones par WebSocket. Fait que ça, c'est un autre feature vraiment awesome de GraphQL versus REST. Alors qu'au lieu de faire du pooling, tu peux faire une mutation qui va te retourner des résultats par WebSocket. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis le dernier point rapide qui s'appelle Phoenix Presence. Ça, c'est un data store distribué. Dans le fond, ce que ça permet de faire, c'est si vous avez un cluster d'instances qui roule en production, ça vous permet d'avoir vraiment de persister des données dans un socket qui vont être systématiquement dispatchées sur tout le cluster de nodes qui roule. Fait que si vous avez, mettons, l'exemple typique, c'est vous voulez voir un chat engine, puis tu es branché autant sur ton téléphone que sur ton ordinateur, mais tu vas pouvoir voir le status live, pas live, systématiquement, peu importe t'es où. Puis lui, en arrière, il va garder quand même un presence qui est bandé à ton user, à toi, mais sur lequel il y a deux sockets qui pointent sur tes deux devices, même si les deux ne sont pas branchés sur le même serveur. Fait que toute la notion de Phoenix Presence, c'est vraiment hot. On avait fait une preuve de concept il y a quelques mois qui était 100% basée sur les WebSockets. Donc, on n'avait aucun call REST, aucun call AppSynth. C'est vraiment juste de la communication par WebSocket. Puis ça utilisait un peu toute cette notion-là de presence, à savoir l'usager, es-tu online, es-tu connecté, j'ai-tu besoin d'y envoyer des informations. Fait que c'est vraiment très intéressant là, quand vient le temps de bâtir du real-time dans des projets web, comme on fait beaucoup. OTP, j'en ai parlé un peu vite tantôt. Je trouve que ça, la définition de Fred Hébert, ceux qui ne connaissent pas Fred Hébert, c'est un gars du lac Saint-Jean. Pour ceux qui ne connaissent pas la référence de lac, qui est bon chum, je pense que tu le connais bien en plus. C'est ton frère pour vrai? Nice. Tu dirais qu'il aurait dû être là. Sa description est vraiment, vraiment awesome du langage. Puis Fred est de plus en plus impliqué dans la communauté Elixir. Fait que c'est vraiment intéressant de voir que lui compare justement la puissance du langage et de OTP en étant moitié-moitié, puis qu'il ajoute une autre moitié pour le framework OTP et toutes les possibilités que ça ajoute. Fait que je trouve que c'est la meilleure description un peu ludique sur c'est quoi la puissance d'OTP dans le contexte du web d'aujourd'hui. On s'entend, il n'y a pas tant de différence entre le web d'aujourd'hui et les télécoms des années 90, à savoir que maintenant, on essaie de viser de plus en plus des déploiements distribués avec plein de nodes, de la synchronisation, des clusters, puis le kit.
Fait que c'est super intéressant de voir que, oui, Open Telecom, mais c'est pas mal plus qu'un engin de télécom. Puis les choses que ça apporte, principalement, qui sont encore là très underground, c'est vraiment dans le langage, mais c'est des concepts qu'on finit par utiliser. Les processes, c'est pas un thread, c'est très lean, tout est un process, tout est géré par des supervisors, toute la gestion des crashs, puis le restart, puis la gestion du real-time est gérée par ces arbres de supervisors-là. Puis c'est vraiment bâti sur la puissance de Erlang, d'OTP et du clustering. Fait que c'est super simple de penser que sur un MacBook comme j'ai là, on peut rouler des millions de process sans que ça soit jamais un problème, sans que ça écrase. Puis ce qui est super intéressant des process et des supervisors, c'est que si tu as une boucle infinie dans un process qui part, comme c'est pas associé à un thread OS directement, bien, tu peux quand même te brancher puis par le supervisor killer ce process-là sans que tu perdes complètement l'accès à ta machine parce que le CPU est à 100%, parce qu'il y a quand même toute la notion de dispatch de temps d'exécution qui fait en sorte que Elixir Erlang n'est pas nécessairement le meilleur langage pour faire du gros crunching de data, mais pour du web, c'est vraiment miraculeux ce que tu peux arriver à faire et à gérer. GenServer, Generic Server, fait que ça, ce que ça permet de faire, c'est vraiment des stacks qui roulent, pas des stacks, mais des process qui roulent en parallèle. Puis Agent puis Task, c'est deux spécialisations d'un GenServer. Fait que l'exemple que je donne souvent pour ça, c'est, mettons, une stack Ruby on Rails avec un classique Sidekick et Redis pour faire l'envoi de courriel. Bien, théoriquement, avec ces outils-là qui sont built-in dans le langage, tu n'as pas nécessairement besoin d'acheter ces dépendances-là puis d'avoir deux stacks qui roulent en parallèle parce qu'il y en a une qui a fait juste consommer le pub-sub de Redis pour envoyer des courriels. Tu peux utiliser les tasks des Gen ou un Gen Server vraiment built-in dans ton code base sans avoir de dépendance puis de possibilités. Puis ETS, c'est un peu la même chose que Phoenix Presence. En fait, Phoenix Presence est bâti sur ça. C'est du term storage in memory. Fait que ça, ce que ça permet, c'est d'avoir une cache distribuée sur ton cluster. Fait que ça, c'est des choses, encore une fois, qui souvent vont dépendre de d'autres langages, puis de d'autres dépendances, puis de d'autres outils qu'on va utiliser à l'externe, alors que ça, l'AVM, OTP, c'est built-in. Il faut embrasser ces features-là parce que c'est directement disponible dans le langage et c'est fait pour scaler pas mal plus que d'avoir une dépendance externe sur un plugin Redis ou sur un third party à quelque part qui hoste ça. Yes. Les tests, j'en parle assez rapidement. En fait, ça aurait pu être un sujet par lui-même, mais il y a quand même une couple de choses que je voulais parler. En fait, comme j'ai déjà dit, c'est des fonctions pures, des données immuables. Donc, il n'y a pas besoin de moquer la terre. Ceux qui font du Java, ceux que j'ai fait beaucoup de Java dans ma vie, j'en pleure encore aujourd'hui. Mais souvent, quand il y a le temps de tester les choses, c'est pénible, ça prend des mocks, il faut régénérer l'état entier de la mémoire des objets, alors que ça, tout est des fonctions pures. Fait que tester un resolver GraphQL, tester un module, une fonction, tout est assez simple. Mixtestel, qui est quand même super intéressant parce que lui, il va valider des genres de digest puis rouler les tests seulement sur les fichiers qui ont été modifiés. Ex Machina, qui est une librairie de générateurs, de genre de factory pour générer des structures que vous réutilisez souvent. Fait que ça devient super facile de comme scripter un peu des use cases de data que vous avez besoin dans vos test cases. Behavior, qui est une fonctionnalité du langage, puis Mox permet facilement, comme je dis, de simuler une librairie tierce. Fait que vous parlez avec l'API de Twitter, mais vous ne voulez pas tester le résultat de l'API de Twitter. Fait qu'avec Mox et Behavior, on peut facilement, par configuration, dire pour les tests, utilise tel module et non celui de l'API. Puis avec Mox, vous pouvez stopper directement juste la fonction que vous avez besoin dans le scope de votre test. Fait qu'en 3 lignes, vous êtes capable de faire la même chose qu'en 375 000 lignes de Java. Coveralls, qui est un outil vraiment cool de code coverage, mais j'aurais probablement pas le temps de vous en parler, mais de vous montrer l'exemple. Mais ce qui est super intéressant, c'est Coveralls Details, qui montre un div visuel des code paths qui ne sont pas couverts par vos tests. Puis encore là, ça s'inscrit super facilement dans la fonction de développer avec Elixir. Donc, tu vas faire un mix test, puis tes tests passent.
Puis après ça, tu vas faire mix coveralls. Puis là, tu vas voir que finalement, tu as baissé en bas de ton threshold de code coverage. Puis tu vas faire mix coveralls details avec, mettons, tu vois le module qui est tombé en bas de ton threshold. Tu mets un filter sur ce module-là, puis tu vois en couleur, c'est quoi les codes paths qui ne sont pas couverts par tes codes de test. Fait que c'est super facile après de retourner dans tes tests, puis de rajouter les tests qui manquent, puis de rouler ça incrémental pour arriver à une couverture de test qui répond au barème un peu que vous avez décidé de fixer en équipe. Déploiement, c'est, comme je disais, les releases OTP, c'est propre, c'est plateforme spécifique. Donc, si je build, mettons, une release OTP sur mon poste avec Distillery, je ne pourrais pas la déployer le binary, à moins que la destination ait exactement les mêmes librairies sur lesquelles j'ai buildé. Puis, dans le but d'être 12-factor app avec Distillery, ce qu'on utilise, puis ce qui est fortement conseillé, du moins pour les projets web, j'avoue que si tu as besoin d'un cluster distribué pour des affaires qui communiquent par port ou whatever, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure modèle de distribution, mais pour des projets web, avec un multi-stage build qui permet de rouler autant mix pour gérer les dépendances, builder les assets, le kit. Puis, dans la deuxième phase de wrapper ce binary-là dans exactement la même version d'Alpine Linux, mais ça te fait une image qui est 100% standalone, qui est 12-factor et qui kickstart en des fractions de seconde. Fait que, ce que ça fait, c'est qu'avec le codebase, justement, que je vais partager plus tard, on est capable de déployer en à peu près, je dirais, 5 minutes, l'image du code OTP sur Heroku avec le déploiement Heroku qui supporte les images Docker et d'avoir justement en quelques secondes exactement la même chose que je voyais tantôt, mais qui roule sur Heroku au lieu de rouler sur mon poste. Et c'est ce que je disais tantôt, dans le fond, c'est la même chose. Dans le fond, on peut voir qu'au lieu de rouler IAX local, je roule IAX sur mon instance Heroku qui roule en prod. Puis j'ai exactement les mêmes fonctionnalités que j'ai au day-to-day en développement. Fait que j'ai l'auto-completion de mes modules, de mes fonctions, la documentation qui est wrappée built-in dans le langage, puis l'interaction avec mon codebase qui roule en production. Des questions? C'est parti. À quel point, tu sais, mettons, quand on déploie avec la JVM, ça prend des experts dans des opérations pour comprendre la stack, les profiles. Le garbage collector. À quel point c'est compliqué ce knowledge-là pour la JVM Irlande? Ben, la manière, comme je disais, la manière qu'on déploie avec Docker, c'est aussi simple que déployer n'importe quel autre container. Mais est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui est expert là-dedans pour débugger ton app ou genre ta grand-mère Ben, comme ta grand-mère, peut-être pas, là. C'est peut-être farfetch un peu, mais non, c'est assez simple. Puis je dirais qu'on n'a pas eu. Puis il y a la possibilité dans Distillery de configurer les VM args, puis de configurer toute la paramétrisation de la machine virtuelle en tant que telle. Mais pour les projets web, du moins pour le type de projet que nous on fait, pour ce que j'ai en tête pour le futur, pour des projets personnels, whatever, il n'y a pas vraiment un cas d'utilisation qui justifierait d'avoir de quoi de très déploiement qui n'est pas Docker, qui est genre déployer les librairies directement, puis de l'optimisation très fine-grain de la VM. C'est vraiment plus... il y a une chose que je n'ai pas parlé, là, la notion de Erlang Cookie, là, qui est un identifiant unique qui permet, quand tu déploies avec un même Erlang Cookie, puis tu bandes sur le même, mettons, le même réseau, bien, automatiquement, ça devient un cluster. Bien, ça devient un peu plus next level. Mais pour du web, avec les projets qu'on fait, puis j'imagine beaucoup de projets qui se développent dans le contexte des gens qui sont assis ici aujourd'hui. C'est probablement très, très, très pensable de le faire sans jamais avoir à se casser la tête. Juste donner une petite stat qui est un peu intéressante, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Ceux qui connaissent Bleacher Report, qui est un gros website de statistiques puis de streaming de sport, était 100% Ruby on Rails avant. Ils ont fait le switch à Elixir. Au fil des ans, c'est quand même sont très impliqués dans toute la communauté autour de Elixir. Puis ils ont fait un genre de gros case study qui est sorti l'année dernière, je pense, qui disait qu'il était passé pour la production d'un cluster de 150 machines en parallèle qui roulait la stack Rails à 5 machines qui roulent l'équivalent en Elixir avec... fait que ça donne quand même une bonne image sur qu'est-ce que ça prend, à quel point c'est plus powerful, à quel point c'est plus stable, à quel point c'est plus prévisible. Mais c'est juste une petite start comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Yes? À quel point tu as besoin de connaître Erlang
très bonne question. Est-ce que ça interroge bien ensemble aussi? Oui, je sais que tu connais la réponse. Fait que... OK. Ben, c'est plug and play. En fait, dans certains contextes, tu peux utiliser directement les modules de Erlang à partir de Elixir. La manière que ça fonctionne, c'est qu'en arrière, quand Elixir est compilé, il rajoute un préfixe sur tous les modules qui sont générés. Fait qu'en arrière, c'est des modules Erlang au même titre que n'importe quel autre. C'est possible d'utiliser pratiquement tous les modules Erlang directement à partir de ton codebase Elixir, puis d'avoir exactement les mêmes fonctionnalités que tu as d'auto-completion dans IAX. ETS est un module d'Erlang qui est utilisable directement. Crypto est un autre exemple. Les clients HTTP qui utilisent directement HTTPC, qui est le module d'Erlang. Fait que c'est super facile à partir de ton codebase Elixir d'utiliser des modules Erlang. Mais je te dirais que c'est de moins en moins nécessaire. Parce que souvent, il va y avoir une librairie en Elixir qui va être un wrapper par-dessus ça, qui va te donner une couple de petites goodies de plus, qui va faire que tu n'as pas nécessairement besoin d'interfacer directement avec le module Erlang, puis d'avoir tout le powerfulness du module, parce qu'au bout du compte, c'est juste un genre de petit sugarcoat qu'ils mettent par-dessus. Non, c'est ça, zéro. Je connais zéro Erlang, puis je fais du Elixir depuis 2 ans et demi. Ouais. Ouais, mais je pense que tu n'as même pas besoin nécessairement de... Mettons, si tu utilises toute la notion d'OTP, puis tout ça, c'est intrinsèque en arrière. Si tu es sur un cluster, tout le dispatch de ton storage se fait automatiquement. Tu n'as pas besoin de gérer tout ça. Puis la notion de Erlang Cookie, qui est justement la notion de gestion de cluster, se fait automatiquement. Tu n'as pas besoin de gérer ça ou d'avoir des configurations particulières pour utiliser toutes les features awesome du langage. Dernière question. Vas-y. Est-ce que c'est compatible avec ça, avec comme la nouvelle trend serverless? Compatible, oui. En fait, tout peut être serverless, là, mais est-ce que c'est pertinent comme langage? Je ne sais pas. Ça doit dépendre des cas d'utilisation. Serverless, toi, j'imagine que tu as plus en tête genre des lambdas sur AWS ou des trucs comme ça. C'est tellement ponctuel que je ne vois pas vraiment ça serait quoi l'avantage d'utiliser, mettons, Elixir pour faire ces cas-là. Parce que juste de kickstarter tout ton node pour faire une opération qui est time-boxée, je ne sais pas si c'est tant pertinent pour faire ça. Mais peut-être qu'il y a un cas d'utilisation qui pourrait prouver le contraire, mais vite comme ça, j'ai pas l'impression que c'est le genre de projet que ça viendrait en tête de prendre Elixir pour ça. T'sais, prendre le right tool for the job, je pense que ce genre de job-là, c'est pas nécessairement la techno que je prendrais pour faire ça. Je vais être là pour le reste de la journée. On est out of time. J'espère que ça n'a pas été trop raw comme données. Je vais partager mes slides, puis le repo, puis Accent. Fait que je vous invite à aller scanner ça, puis à venir me voir moi, venir voir Rémi si vous avez des questions par rapport à Elixir, Web, les projets qu'on fait chez Mirigo, whatever. Ça va faire plaisir de vous entretenir pendant des heures sur le sujet. Merci beaucoup.